Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo autour du jeu Aventuria, le jeu de cartes, The Card Game, donc un jeu qui a été traduit en anglais, donc à la base c'est un jeu en allemand, hein, traduit en anglais lors d'une campagne de Kickstarter qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a eu une deuxième session pour d'autres boîtes, une extension dans d'autres parties de l'univers. Mais pour le moment, on se concentre sur la première campagne. Et c'est un jeu que j'ai découvert finalement assez récemment et grâce à des membres de la loge et des membres du temple du jeu d'Arcaril, notamment Jérôme Heim, qui donc m'a très gentiment et très généreusement envoyé donc une série de boîtes de jeux afin que je puisse me lancer dans la découverte voilà, de ce que c'est Aventuria. Et derrière ça, ça a été renchéri par Voptis, donc mon copain Voptis, avec qui j'ai joué plusieurs fois et on a fait plusieurs émissions avec le cœur de la loge, et donc qui m'a envoyé encore trois boîtes en plus, donc pour continuer à compléter ma collection. Alors, j'ai pas encore le all-in de la première campagne, mais j'en suis pas loin et je pense que du coup je vais marquer le coup, hein, je vais aller jusqu'au bout de la démarche. Et pourquoi pas d'ailleurs regarder un peu lorgner du côté de la deuxième campagne et des univers notamment plus orientalisants qui ont l'air assez sympa. Voilà, alors Aventuria, le jeu de cartes, c'est en fait un petit peu la manière d'un Pathfinder, le jeu de cartes. Par exemple, c'est un type de jeu qui a été créé à partir de l'univers du jeu de rôle de l'œil noir, qui est un univers très complet et très large, qui est une gamme énorme, hein, qui existe depuis des années et des années, hein, puisque j'ai découvert l'œil noir quand j'étais môme, hein, j'avais 10-15 ans. Et ils ont continué, il y a eu plusieurs versions des règles, ils ont continué à augmenter, à étendre leur univers, et ils ont notamment, donc il y a quelques années, d'abord en allemand, puis comme je vous ai dit, traduit en anglais, ils ont développé un jeu de cartes qui permet de vivre des aventures dans leur univers. Donc évidemment, ce n'est pas des jeux de rôle, c'est des jeux de cartes, on va dire que c'est une porte d'entrée au jeu de rôle, hein, quelque part. Et il y a aussi à la base un mode de duel qui existe. Le mode duel est un mode introductif qui permet de découvrir les règles, de s'entraîner aussi, de voir un peu les mécaniques, faire les bons choix au niveau des cartes peut-être. Donc c'est intéressant à utiliser. Ça peut être fun sans doute de faire des combats comme ça, mais le jeu était quand même designé, d'après ce que j'ai vu depuis en regardant les règles, pour ce mode d'aventure qui permet donc d'interpréter de un à 4 personnages et de les lancer dans des scénarios. Et avec un léger mode campagne, c'est-à-dire que les personnages vont gagner un peu d'expérience, évoluer, leurs capacités vont progresser et récupérer quelques cartes. Quelques cartes, pas énormes, hein, mais quelques cartes qui vont permettre d'améliorer un petit peu leur deck de cartes. Euh, voilà, donc chaque personnage a une trentaine de cartes, a un deck complet, où se trouvent différents types de cartes, mais grosso modo ça sert à faire des attaques, ce sont des armes, ce sont des équipements, donc hein, des armures, des potions, et des capacités, on va dire plutôt des compétences, des aptitudes qui leur permettent d'être plus précis, de mieux toucher. Voilà. On verra, on aura le temps de regarder ça évidemment, puisqu'on va faire une partie qui sera une partie d'explication en même temps. Il ne s'agit pas de faire d'abord une partie règle et puis après le jeu, on va faire ça un peu en même temps. Pardon, le jeu est quand même relativement simple pour qu'on puisse s'y atteler comme ça directement. Si vous voulez d'éléments d'explication, ou plus en profondeur, regardez plus en détail le matériel, je vous renvoie aux vidéos de la chaîne Salade 2D, qui donc a fait une série de trois vidéos où il détaille le matériel et aussi les mécaniques du jeu. Donc vous pouvez voilà, approfondir votre connaissance de Aventuria, notamment par ces vidéos-là. Et sinon, vous trouvez d'autres parties sur le net, notamment chez nos amis canadiens qui en ont fait pas mal. Nos amis québécois, évidemment, en langue française. Alors, donc,
quand on s'attelle à un scénario d'Aventuria, il y a une première partie qui va être une partie narrative, qui va nous permettre de nous immerger un peu dans l'histoire, hein, de quoi ça parle, quelle est cette aventure, qu'est-ce qui nous arrive, et qui, après une série de dénouements, nous amène à un combat final. Ça se termine souvent, j'imagine tout le temps, par un combat, puisque ça reste un jeu de combat, un tactique. Et donc, sans doute que mieux on a mené cette première partie narrative, enfin voilà, si on a fait le plus de bons jets et les meilleurs choix, j'imagine qu'on va arriver au combat avec quelques avantages, mieux préparé, et si au contraire tout a été catastrophique, eh bien on sera sans doute désavantagé pour démarrer le combat. C'est un peu ça le principe. Pour commencer, on va faire une aventure qui est une aventure introductive aussi à l'univers, qui est proposée dans la boîte de base, donc qui s'appelle À la rescousse de Sylvana, qui est une aventure en un seul acte. Donc, partie narrative, combat. Apparemment, les aventures généralement sont en 3 actes. Donc il y a, j'imagine, narration, combat, narration, combat, narration, combat, avec des phases de récupération entre les phases, entre les chapitres. Et c'est sans doute un peu plus compliqué il va falloir, là il faut tenir sur le long terme. Là c'est vraiment histoire de découvrir un peu la mécanique et se lancer un peu dans le jeu et voir que déjà on va voir que dans les combats, on nous propose différents types d'ambiance et de mécaniques, ce qui va permettre, en tout cas j'espère, de renouveler les différentes aventures. Voilà, qu'on n'ait pas toujours le même enjeu, les mêmes choses à faire, même si, grosso modo, vous allez voir que ça se cantonne à peu près aux mêmes mécaniques. Mais on va dire c'est un peu en termes d'ambiance, et les boss vont être différents, c'est là-dessus que ça va jouer. Les attaques de boss ou les défenses des boss, etc. Vont nous obliger à avoir une stratégie différente, sans doute. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi d'interpréter un elfe, une fois n'est pas coutume. Donc elle s'appelle Layariel Tritopling. Ouf, ils se sont arrachés sur le nom là. Lariariel, je vais pas y arriver. Putain, je vais donner ça à faire dans mes cours de théâtre, hein. Layariel Tritopling. Bon, charmante demoiselle, hein, au demeurant. Elle a un nom bien étrange. On va l'appeler juste Layariel, hein, déjà, ou Laïa, ça sera très bien. Voilà, Laïa. Donc notre petite elfe. Et donc elle vient avec différentes caractéristiques, comme vous pouvez voir, il y a des numéros. Donc à sa droite, à la droite du personnage, on a donc l'attaque au corps à corps, on voit qu'elle a 8. L'attaque à distance, 12, hein, elle est plutôt douée à l'arc, et l'attaque magique, 9. Elle est pas mal aussi en magie. Et l'autre côté, c'est sa capacité à esquiver les attaques. Voilà. Après, en dessous, on va avoir son attaque de base, puisqu'on on peut toujours attaquer, même si on n'a pas tiré de carte équipement, on a toujours au moins une petite arme sur soi. Et aussi une capacité spéciale qu'elle peut utiliser une fois dans le jeu. Elle, ça s'appelle Focus, et donc ça lui permet de automatiquement réussir un test d'attaque comme si on avait tiré un 3 sur le dé à 20 faces. Donc un test plutôt bien réussi, c'est pas un test d'attaque critique, mais ça nous garantit un shot voilà, automatique. Voilà. On a aussi d'autres caractéristiques, hein, qui sont là plus pour la réussite de tests divers et variés qu'on va avoir à faire, notamment dans la partie narrative du jeu. Voilà, alors je vous propose qu'on se lance directement. Donc ma petite Laïa va aller aider un copain pour le libérer sa promise enlevée. Alors, je remercie d'ailleurs, soyez en passant, Jérôme Heim pour son travail de traduction. Il est ouais, d'investissement sur le jeu Aventuria, et il s'est attelé à la traduction des règles et des scénarios. Et donc, bah écoutez, on va profiter de son travail pour s'attaquer déjà à la première histoire, donc qui s'appelle, je vous ai dit, Saving Sylvana, donc on pourrait traduire par la libération de Sylvana, ou à la rescousse de Sylvana, ou un truc comme ça.
Alors, allons-y pour cette narration, donc. Avena, en l'an 993 avant JC. Alors, JC, avant Jésus-Christ, je sais pas, peut-être il doit avoir une concordance avec un événement particulier dans l'univers de l'œil noir, j'imagine. Je pense pas que le Christ ait grand-chose à faire là-dedans, mais... Alors, votre ami Alric vous a demandé de l'aider à secourir son amie Sylvana, qui a été enlevée par de vicieux pirates. Il vous montre quelques pistes qui mènent en bas d'une échelle et dans un système de caves souterraines. Alors que vous vous préparez à entrer, Alric se souvient soudain qu'il avait une autre affaire urgente à régler. Il vous dit au revoir à la hâte, avant même que vous ne soyez suffisamment loin pour ouvrir la première porte. Lorsque vous franchissez cette porte, vous regardez le visage ridé d'un kobold à la peau bleue, vêtu d'un pagne jaune vif qui parle à un groupe de gobelins. Le kobold récupère rapidement du choc de votre interruption. Et il crie à ses gobelins « Allez les chercher !» et devient rapidement invisible. Les gobelins se regardent d'un air incertain et prennent la fuite. Rapidement, vous essayez de les intercepter. Eh ben, c'est le festival des courageux, là, entre Alric, qui n'est même pas capable d'aller m'aider à sauver sa copine, le kobold qui fuit devant mon arrivée et qui donc donne l'ordre à ses gobelins d'agir, et les gobelins qui eux-mêmes fuient devant moi. Faut dire que l'Aya est assez impressionnante, hein. Donc en termes d'illustration, ce sont les gobelins qui sont devant nous, et ça c'est le kobold donc qui leur donne des ordres, hein, une espèce de créature un peu étrange. Alors allons-y pour la suite du... Donc là, on a un test à faire. On a un test à faire qui est un test de body control, justement. Et on a vu que l'Aya avait 10 en body control. Donc 10, c'est-à-dire qu'il faut que je dois lancer un dé à 20 faces et je dois faire 10 ou moins pour réussir ce test. Je prends ma petite boîte de dés, mon petit dé à 20 faces, et c'est parti. Et je fais 9. Hop, un petit 9. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc c'est une réussite. C'est pas une réussite critique, mais c'est une réussite quand même. Alors, on attrape un des gobelins. Mais il arrive à s'échapper de notre prise et s'enfuit jusqu'à une échelle et vers les rues, où il disparaît dans les brumes de la cité. Mais ça vous fait quand même un gobelin de moins à combattre plus tard. Rien de plus. Ouais, pas de conséquences négatives apparemment. Donc vous vous aventurez dans les profondeurs du donjon. Le combat a dû effrayer les autres habitants, car vous ne voyez pas une âme qui vive. Vous découvrez des quartiers abandonnés et une rangée de cellules de prison qui s'avèrent vides, à l'exception du squelette d'un vieux squelette d'un malheureux détenu. Alors on nous propose de faire un test de perception. On va voir peut-être si on trouve quelque chose d'intéressant, je ne sais pas. Donc perception, c'est un elfe. Ouais, elle est bonne en perception, elle a 12. Donc je dois faire 12 ou moins. C'est parti. Malheureusement, je fais 15, donc c'est un échec. Échec, ça me dit, il n'y a rien ici. Pas d'effet. Ok. Vous cherchez partout, mais ne trouvez aucune trace de Sylvana ou de ses ravisseurs. La seule chose qui attire votre attention est une grande fresque murale recouvrant l'un des murs. Derrière, vous pouvez distinguer de faibles bruits, comme s'il y avait une pièce secrète. L'un de vous devrait regarder de plus près. Alors l'un de vous, c'est moi, parce que je joue en solo total. Alors, nouveau test. Cette fois-ci, il faut qu'on fasse un test de connaissance. Connaissance. J'ai 8. J'ai 8. Allez, c'est pas top. Et je fais 6. Donc c'est une réussite normale. Vous me faites confiance, hein. Réussite normale, un succès. Après avoir cherché pendant un certain temps, vous trouvez un mécanisme qui ouvre une porte secrète. Sans perdre plus de temps, vous ouvrez la porte et foncez vers vos ennemis sans méfiance.
Tout d'un coup, vous vous retrouvez face à une bande hétéroclite de pirates, d'orques et de gobelins qui vous ont dépassé plus tôt. Ils vous attaquent immédiatement. Dans les rangs de vos ennemis, vous repérez le kobold, qui se moque de vous avec moquerie. Ouais, qui se moque de vous, quoi. Et vous rend la vie difficile avec ses sorts magiques vicieux. Vous ne savez pas pourquoi il agit de cette façon ignoble. Tout ce que vous savez, c'est qu'il est protégé par de puissantes magies kobold qui bloquent toutes les attaques. Si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas prononcer son nom. Pour ce faire, vous pouvez soit essayer de faire des suppositions folles en utilisant votre connaissance des créatures magiques, défier le kobold à un concours de chant, ou le tromper pour qu'il révèle plus d'informations. Ou alors le couvrir de mots charmants pour l'amener à répandre son nom. Bien sûr, les autres méchants ne vous laisseront pas en paix pendant que vous faites cela. Ok, donc la situation est la suivante. Nous voilà devant le kobold qui nous nargue et nous va nous envoyer des attaques magiques. Et on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas l'attaquer puisque, eh bien, il est, comment dire, il est protégé. Il est protégé par une magie kobold. Donc il faut qu'on trouve son nom. Donc on arrive à le duper pour qu'on puisse l'attaquer. Donc, les règles du jeu maintenant nous expliquent qu'il faut rassembler, qu'il y a un combat qui va démarrer, qu'il faut rassembler dans toutes les cartes du scénario Saving Sylvana, notamment les cartes de temps, la carte du boss Kobold, une carte action de héros, donc ça s'appelle connaître ou deviner le nom. Et sinon, il faut préparer donc une pile de henchmen, donc qui correspondent aux créatures qui protègent le kobold. Et donc, il faut prendre des cartes qui ont comme mot-clé pirate ou orc. Donc, j'ai déjà fait une sélection de ces cartes. Pour l'instant, je n'utilise que la boîte de base. Hein. Donc, il n'y a pas encore énormément de cartes. Mais là-dedans, ce ne sont que des pirates ou que des orcs. Évidemment, je vais les mélanger. Après, il nous donne un système de valeur de menace qui correspond au nombre de joueurs multiplié par 5. Donc là, il y a 5 points de menace, ce qui fait que, en fait, on va piocher un certain nombre de créatures. Dès qu'on commence à dépasser le niveau de menace, là, on s'arrête de piocher. Il demande si un héros a raté un test de body control. Non. Donc on n'a pas de gobelins en plus. On a plutôt réussi à faire fuir les gobelins qu'autre chose. Et donc si on est rendu inconscient durant la partie, on reçoit un Doom Token, et quand on a un nombre de Doom Token égal au nombre de héros, on perd. Donc il suffit que je sois à terre une fois et c'est mort. Pour gagner, il faut défaire ou faire fuir tous les opposants. Et on a une récompense égale reward cards égale au nombre de héros. Donc je gagnerai une carte de récompense si je m'en sors. Voilà. Donc là on a terminé la partie donc narrative du scénario. Alors là évidemment c'est sans doute plus court parce que c'est une aventure courte et qui introduit un peu les mécaniques de jeu, les mécaniques de test, et voilà comment ça embranche. On voit que c'est quand même très linéaire. Hein. Y a pas, on n'est pas dans un scénario avec des choix type livre donner le héros, aller à droite ou aller à gauche, aller à tel numéro, etc. En tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu, il n'y a pas ça. C'est une partie plutôt linéaire avec des tests à faire. Bon, il y a quand même une histoire, donc c'est censé nous amener dedans et nous donner une raison d'être là. Bon, bah, après, c'est à nous de nous investir dedans ou pas. Hein. On peut très bien faire, ouais, voilà, on va au combat. Et donc, on voit que si j'avais raté mes tests, on aurait eu sans doute des créatures en plus, des gobelins qui seraient venus nous rejoindre la bande du kobold. Voilà, donc on va se pencher sur le plateau de jeu maintenant. Donc, ici, j'ai mon personnage, j'ai mon deck, j'ai mon compteur de points de vie. Donc, on commence avec 40 points de vie. Ici, je placerai les créatures. Là, c'est le premier joueur, mais de toute façon, je suis seul à jouer. Et ici, il y a différents éléments du scénario qui sont en place. Ici, on a l'échelle de temps. L'échelle de temps, on a différents niveaux de difficulté. Ça va de facile à légendaire, je crois.
Donc là, je suis passé, j'ai mis ce qu'il faut pour un mode normal. Donc il me demande notamment de placer 7 jetons de temps. Voilà. Et à la fin de chaque tour, on enlève un jeton. Et parfois, à certains niveaux, à certains moments, il se passe des événements en fonction du nombre de jetons qui nous restent. Donc ça, on sera attentif à ce qui se passe de ce côté-là. Ici, c'est la carte du boss, qui va donc arriver en début de ligne d'ennemis. Quand les ennemis s'activent, ils vont s'activer de la gauche vers la droite. On commence par le boss, puis toutes les créatures qui sont là. On prendra le temps de regarder un peu ses caractéristiques, voir ce que ça donne, comment il va nous embêter. Ici, on a 2 jetons de destin, de jetons œil noir, qui sont des jetons qu'on peut gagner à certains moments, et qui vont nous permettre de faire différentes choses pour nous aider. Soit piocher des cartes, soit relancer des tests ratés, soit gagner de l'endurance aussi momentanée pour pouvoir faire des actions en plus. Tout un tas de petites choses qui sont intéressantes. Pour l'instant, on n'en a pas. Et ici, on a la carte action de héros. Donc, c'est une action qui est disponible pendant le scénario et qui va nous permettre notamment de battre le boss, puisque c'est la carte qui s'appelle Deviner le nom. Hein, on a vu que le kobold, c'est une créature surnaturelle qui ne peut être touchée et attaquée que si on connaît son nom. Et donc, eh bien, là, on a la possibilité voilà, d'essayer de lui soutirer son nom. Donc, soit avec un test de craft, c'est-à-dire qu'on chante, on essaye de l'amadouer par le chant, ou alors un test de connaissance, knowledge. Donc là, on va essayer de deviner son nom. Ou alors de persuasion, donc on essaie voilà, de le charmer, de lui dire des compliments voilà, pour essayer de le tromper. Et donc, on voit qu'on doit placer. Alors cette action ne peut se faire que une fois par tour. Euh, et donc, on place 3 jetons d'aventure par... cette icône-là un peu bizarre, hein, c'est le nombre de héros dans le groupe. Donc là, j'en ai un héros. Hein, donc on place 3 jetons aventure. Donc il faut que je réussisse en gros 3 tests, que ce soit craft, que ce soit knowledge, que ce soit persuasion, pour réussir à enlever ces jetons et deviner le nom. Et une fois que j'ai son nom, je peux enfin le tataner, quoi. Voilà. On voit que cette action nous coûte à chaque fois un point d'endurance. On va voir cette mécanique d'endurance assez vite. Donc voilà, ça c'est en place. En gros, c'est un prérequis pour pouvoir attaquer le boss. Maintenant, on va placer les différentes créatures qui accompagnent le kobold. Donc on a mélangé tout à l'heure le paquet des henchmen. On a vu qu'on avait 5 points de menace, donc on pioche la première carte ennemie. Et on regarde tout de suite en haut la menace. Donc on a 5. Orc Warrior, c'est 5 points de menace, déjà direct. Donc là, on a un gros guerrier orc avec une grosse masse là qui est là. Je vais tout de suite vérifier si je m'arrête là ou si je dois encore piocher. Parce que là, je suis pile à 5. Est-ce qu'il faut dépasser ou est-ce que... Voilà. Alors, one card at the top. Ah non, j'arrête là. Je continue de piocher des cartes jusqu'à ce que la somme des points de menace soit égale ou supérieure. Donc voilà, là, c'est normal, hein, je suis seul aussi, hein, faut pas non plus que ce soit trop compliqué, trop difficile. Moi j'ai de la chance, parce que j'aurais pu piocher un monstre, par exemple, à 2 ou 3 points de menace, repiocher et paf, me taper ça en plus. Ce qui aurait fait que j'aurais eu un total de, par exemple, 5 et 3, 8 points de menace. Là, j'en ai que 5, puisque j'arrive pile directement à mon niveau de menace. Donc, on va dire que je suis un petit peu aidé pour le moment. Donc voilà, les créatures que j'ai devant moi. L'orc qui, en gros, défend un peu le kobold. Et de toute façon, le kobold que je peux pas attaquer, puisqu'il faut d'abord que je lui chante des sérénades, ou que je le persuade, etc., etc. Voilà, donc là, on est en mesure de commencer. Donc, première chose à faire d'abord, je vais remettre un tout petit coup de mélangeage dans ma main, eh bien, il faut piocher la main de départ du héros, qui est donc de 5 cartes. Hop, je coupe et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors,
Alors, donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, le principe un peu du jeu, c'est que le personnage va, c'est un peu comme un diesel, il va démarrer doucement, il va gagner en puissance petit à petit et en capacité, notamment en gagnant de l'endurance. Donc la main de départ que j'ai, on peut voir, hein, il y a différents types de cartes. La morphologie de la carte est relativement simple. On a d'un côté son coup en endurance. Donc pour sortir le super arc elf, là, il me faut 5 points d'endurance, donc ça va être compliqué au début, parce que je commence avec 0. J'ai une armure aussi, c'est un casque en cuir qui vaut 2 points de menace, 2 points d'endurance, pardon, qui me permet de me protéger de 1 point de dégâts, ou éventuellement si je le défausse de réduire l'attaque de 3. J'ai une petite arme de corps à corps, qui est un dirk, qui coûte 1 point d'endurance à déclencher. On tape la carte et on fait une attaque de corps à corps qui fait 1 des 6 plus 2 dégâts. Voilà. On voit, hein, l'iconographie est quand même très très simple et très facile à comprendre. 1 point d'endurance, déclenche la carte, on la tape, donc on peut le faire qu'une seule fois. Donc on fait un test d'attaque et s'il réussit, on fait ça en dégâts. Après, on a une carte un peu spéciale, c'est une carte à bord rouge comme ça, et avec un fond noir sur le chiffre d'endurance. Donc ça, ce sont des cartes de réaction, c'est-à-dire que on peut les jouer une fois comme ça. Généralement, enfin, ça peut être soit pendant le tour des opposants quand c'est de la défense, ou soit pendant notre tour quand c'est de l'attaque. Là, c'est en gros, c'est tir, très bon tir, voilà, ou tir dans le centre. On joue cette carte après que on a fait un jet de dommage pour une attaque à distance et on rajoute 4. Donc ça permet de faire plus 4 points de dégâts. Plus 4 points de dégâts, ça coûte 2 points d'endurance. Une armure, donc on est pas mal dans la défense, hein. Donc là on voit qu'on a l'armure de cuir et le bouclier et le casque de cuir pour démarrer. Voilà. Donc soit on part sur une option un peu défense, soit on va à l'attaque, hein. Euh, voyons un peu quand même le boss. C'est intéressant de regarder un peu parce que c'est ça qui va conditionner le jeu. Donc la créature, voilà comment ça se présente aussi. Donc on a son nom. Hop, on ne connaît pas son nom encore, pardon. Donc on a le kobold, donc il est super naturel, c'est un leader, et donc c'est marqué qu'il ne peut perdre des points de vie qu'une fois que les héros ont complété l'action, donc guess name, deviner le nom. On a ses caractéristiques ici, donc il a 3 points de vie par le nombre de joueurs, donc là il a que 3 points de vie, donc il va être facile à tuer une fois qu'on aura deviné son nom. Il a par contre 8 points d'esquive. Donc c'est-à-dire qu'il va facilement esquiver nos attaques, enfin facilement, relativement facilement esquiver nos attaques. Par contre il a 0 points de défense et de bouclier, et en nombre d'actions, il a le nombre de joueurs, donc une action, c'est-à-dire qu'il va s'activer une fois par tour. Et après, quand il s'active, tout simplement, on lance un dé à 20 faces, et on a toute une série d'actions. Voilà, donc ça c'est son intelligence artificielle. Plus le chiffre est bas, plus l'action va être généralement va être vicieuse, dangereuse, quoi. Donc là on commence par une malédiction kobold. Donc il va nous enlever nos endurances, nos cartes d'endurance, donc il va nous ralentir dans notre jeu. Après, il a le Kobold Scolding, le héros avec le plus de cartes dans sa main. Donc, de toute façon, ce sera toujours moi en défausse une. Donc là, il m'enlève des cartes de la main. Donc en gros, il ralentit mon jeu, hein. Sinon, il a Hit Weapon. Donc le héros avec le plus de jetons destin. euh, on remet une de ses cartes armes dans sa main et perd 2 des 6 points de vie. S'il n'a pas d'arme, il ne se passe rien. Un sort de guérison, donc ça c'est un peu pénible, qui va guérir tous ces guerriers serviteurs de 5 points, tous. Et sinon, à partir de 13 à 20, il ne fait rien, il ne fait que rire de manière maléfique. Voilà. Donc, on voit qu'il a des petites chances, enfin c'est pas énorme, mais il a quand même des petites chances de guérir ses compagnons. Donc, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de les attaquer? On va peut-être plutôt essayer de se concentrer un maximum sur le kobold et sur notamment le fait de découvrir comment il s'appelle, quoi. Voilà. Donc, un
là, on est prêt à jouer, on a la main de départ, donc un tour, débute toujours par une pioche de cartes. Donc on pioche 2 nouvelles cartes dans la main. Je pioche Self-Control, et je pioche Acrobatique. Alors, ce sont 2 cartes qui permettent d'améliorer les compétences du personnage. Donc, Acrobatique me permet d'augmenter ma capacité d'esquive de 2 points. Donc je passerai de 6 à 8 en esquive. Et Self-Control me permet d'augmenter ma capacité d'attaque au corps à corps de 2 points. Voilà. Alors mon attaque de base, ce sont des couteaux de lancer. On les a là. Basic Equipment. Donc il coûte 1 point d'endurance. Et c'est une attaque à distance qui fait 1 à 6 points de dégâts. Voilà. Donc pour l'instant, on a une arme, mais on est... Enfin, on a 2 armes. On a le Dirk, quand même. Et sinon, on a aussi cet arc-là. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut se donner de l'endurance quelque part. Pour ça, il suffit simplement de choisir des cartes qu'on a dans notre paquet, dans notre main, pardon. Et on va dire, on va les sacrifier, on ne pourra pas les utiliser durant le jeu. Elles vont nous servir à la place de cartes d'endurance. Par exemple, vous pourrez se dire, ouais, moi je ne vais pas jouer la défense du tout, je vais mettre mon armure en endurance, mon casque en endurance. Voilà. Donc là, du coup, bah, ces cartes-là, elles ne serviront plus en tant qu'armure, elles vont servir en tant que point d'endurance. Donc j'ai 2 points d'endurance, par exemple, pour ce tour. Au tour suivant, je pourrais éventuellement mettre 2 nouvelles cartes, jusqu'à 2 cartes par tour. On peut mettre 0, 1 ou 2. Et donc pour gonfler notre capacité à à jouer des cartes, quoi. Donc, il faut que j'en place, puisque pour sortir l'arc, il faut que j'ai au moins 5 points d'endurance. Sachant que attaquer, ça coûte des points d'endurance aussi. Hein. Donc, alors je sais pas si c'est ce choix-là que je vais faire au final. Petite protection, ça peut être intéressant quand même. Mais c'est vrai que l'armure, elle coûte un peu cher. Self-control, j'ai pas spécialement l'intention... Quoique... c'est ça, après c'est une histoire de choix. Hein. Le Dirk est quand même pas mal, surtout qu'il coûte pas trop cher. Mais je pense que pour l'instant, je vais mettre des points d'endurance, ça c'est sûr. Je vais sacrifier l'armure quand même. Je vais le mettre en point d'endurance, pardon. Et puis, je vais enlever la capacité d'acrobatie. Voilà. Donc me voilà avec mes 2 points d'endurance. Donc, maintenant, je peux faire tout un tas d'actions. Tant que j'ai des points d'endurance, je peux faire des actions. Là où je suis limité, c'est dans les types d'actions d'attaque. Je peux faire une attaque par type de dégâts possible. Donc on peut faire une attaque à distance, une attaque au corps à corps et une attaque magique. Pour l'instant, je n'ai qu'une attaque à distance de base avec mon personnage. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de la faire, cette attaque? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser un point d'endurance pour faire une action de recherche de nom, guess name, et donc j'ai un choix entre le craft, le knowledge et le persuasion. Moi, je suis fort en... Je suis fort en quoi? Alors, en craft, j'ai 8, c'est pas terrible. En knowledge, j'ai 8, c'est pas top. Et en persuasion, j'ai 10, c'est un peu mieux. Donc, je vais prendre persuasion. Et je vais tenter de, voilà, de charmer un peu le kobold pour qu'il me révèle son prénom. Alors, c'est parti, je lance mon dé, je dois faire 10 ou moins. Je fais une réussite critique. C'est un 1. Alors, une réussite critique, quand on fait une réussite critique, eh bien, on a le droit de piocher une carte en plus. Donc, hop, je pioche une carte. Et ici, je vais défausser un jeton, puisque j'ai réussi mon action. Voilà. Il me reste un point d'endurance. Je pourrais éventuellement garder ça, parce que ça coûte un point d'endurance, et c'est une réaction, hein, c'est une carte rouge, qui permet donc... alors non, ça c'est pour, le duel, et ça dans le mode aventure c'est ça. Ça permet de faire relancer le dé d'action de l'adversaire, si voilà, il fait une attaque trop puissante par exemple. Donc c'est une sorte de défense qu'on peut garder éventuellement. Pourquoi pas?
pourquoi pas. Parce que je suis pas encore prêt à attaquer l'orc. On va regarder peut-être la carte de l'orc. Lui, il a 20 points de vie. Oula. Oups. Il a 20 points de vie. Donc 20 points de vie, déjà on peut lui mettre un petit jeton 20 points de vie, qui est assez impressionnant. Boum. C'est son nombre de points de vie. Et après, pareil, alors lui, il n'a pas de capacité d'esquive, donc il va prendre tous les dégâts. Par contre, il a 3 d'armure. Donc à chaque fois que je vais faire des attaques, des dégâts par des attaques directes, il va enlever 3 points. Et il a une action. Il a une action. Voilà. Et après, eh bien voilà, il y a son intelligence artificielle, ce qu'il va faire, les différentes attaques qu'il va faire. On voit qu'à partir de là, il fait une attaque de 1 à 2, une attaque de 3 à 9. De 10 à 18, il fait rien. Et de 19 à 20, non seulement il fait rien, mais en plus il fuit. S'il n'y a plus de leader. Donc j'ai plutôt intérêt à me débarrasser du kobold rapidement pour avoir une chance que lui s'enfuit aussi. Donc on voit qu'il a grosso modo une chance sur 2 d'attaquer à chaque fois et de faire des dégâts. Ce qui n'est pas non plus trop flippant, je trouve. Du coup, je vais garder ce point d'endurance pour pouvoir éventuellement jouer Bad Luck. Donc voilà, mauvaise chance. Et donc, le tour s'arrête là pour la Yariel. Et donc, on passe maintenant au tour des ennemis. Le boss, on a dit qu'il agissait une fois. Il lance donc un dé pour savoir ce qu'il va faire. Je lance le dé du kobold, je fais un 20. Rien, nothing. Donc il me regarde et fait tu n'en reconnaîtras pas mon nom, jamais. Ok. Après c'est l'orc qui attaque, l'orc qui lance un dé à 20 faces. Et il fait un bon vieux 9. 9, c'est une attaque. Donc le héros souffre 1 dé de 6 plus 3 dégâts. Heureusement, j'ai quand même ma capacité d'esquive. J'ai 6 points d'esquive. Je vais tenter quand même d'éviter un peu l'attaque. Je fais un 15, donc c'est raté. Je pourrais éventuellement... je pourrais utiliser ma carte de défense, mais je vais pas le faire. Pourquoi? C'est bête, c'est ce que je voulais faire en plus. Oui, c'est ce que je voulais faire à la base. Alors, le test d'esquive permet de réduire les dégâts de moitié. Non, ça évite pas complètement tous les dégâts. Hein. Mais ceci dit, je voulais jouer ça s'il réussissait son attaque, je sais pas pourquoi j'ai fait autrement. Donc j'utilise Bad Luck, une carte d'endurance, cette carte là va dans la défausse, et donc l'opposant relance son dé d'action. Donc l'orc réattaque, et il me fait 7. De toute façon, c'est la même chose. Il me touche aussi. Et j'ai raté mon test d'esquive, ça par contre on va pas le refaire. Ça ferait de la triche. Donc je prends 1 dé de 6 plus 3 dégâts. Donc je lance 1 dé de 6. 4 et 3, 7. Donc voilà, je passe de 40 à 33. Donc on peut voir que les dégâts, ça peut aller vite. Hein. 33 points. D'où l'intérêt aussi d'avoir un petit peu d'armure, mais on ne peut pas non plus tout faire. Là, on a fait les 2 créatures. J'enlève un jeton de temps. On regarde. Pour l'instant, à 6 points de temps, ouais, il ne se passe rien de spécial. Donc voilà. On enchaîne sur un nouveau tour pour notre elfe. Je redresse les 2 points d'endurance qui sont là. Je redresse les cartes éventuellement que j'aurais utilisées, mais là j'en ai pas. Je pioche de nouvelles cartes. Hop, hop. Et c'est parti. Alors, vous voyez, hein, on a déjà fait le tour de l'architecture d'un tour. C'est pas très compliqué. On pose des cartes d'endurance, on joue des cartes qui correspondent au coup. Il faut garder un peu de points d'endurance pour faire des attaques ou faire des actions ici. Et puis tenter de résister au maximum aux attaques des ennemis. Alors, donc, j'ai pioché de nouvelles cartes. J'ai pioché Armatrutz, qui est une attaque, une attaque magique. Une attaque magique. Alors, je crois, hein, je fais un test de magie jusqu'à la fin... Ah non, c'est plutôt une armure. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous réduisez les dégâts de toutes les attaques contre vous de 2. En addition à une armure. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est une sorte de protection de bouclier magique. Ça peut être intéressant. Je vais peut-être la garder. Et sinon, j'ai repioché chance. Donc cette fois-ci, c'est le contraire. Je relance un dé raté de héros.
où j'enlève 3 d'un résultat, et j'enlève 3 du nouveau résultat. Donc j'ai plus de chances de réussir mon test avec ça. Donc est-ce que je mets des points d'endurance en plus? Ce serait quand même pas mal, parce qu'avec 2 points d'endurance, je suis un peu limité. Alors je vais jouer sur le côté, tant pis, je vais pas jouer la chance, je vais mettre des points d'endurance plutôt. L'armure, je l'ai plus. Je vais plutôt essayer de mettre mon armure magique là en place s'il y a moyen. Donc je vais... c'est pareil, je vais poser le... Tant pis, je joue sans armure classique, on va jouer avec une armure magique. Donc là j'ai 4 points d'endurance. Pour 2 points d'endurance, je vais placer mon armure magique. Voilà. Mon Armatrutz. Armatrutz. Voilà. J'utilise un point d'endurance pour l'activer. Donc je dois faire un test de magie. Alors de magie, j'ai 9. C'est pas mal. C'est pas non plus dément, mais c'est quand même pas mal. Alors j'essaie de voir si j'arrive à invoquer la magie correctement. Je fais 4. Donc oui, jusqu'à la fin du tour, j'ai un bonus de défense de 2 points par ennemi qui m'attaque. Il me reste un point d'endurance que j'utilise tout de suite pour continuer à persuader le kobold de me donner son prénom. Et donc je dois faire un test de, on avait dit, de persuasion qui est de 10 pour moi, 10 ou moins. Et je fais 6. Donc là je suis plutôt en veine. J'enlève un deuxième jeton ici. On passe au tour des ennemis. Le kobold lance un dé pour savoir ce qu'il va faire. Il fait 12. 12. Alors 12, il fait un sort de guérison. Il guérit tous ses copains. Donc vous voyez que ça ne sert pas à grand chose d'attaquer pour le moment. Je ne vais pas trop m'acharner là-dessus. Il les guérit là. Donc bah, évidemment il ne se passe rien parce que je ne l'avais pas touché. Et l'orque va m'attaquer. Il fait 14. 14, il fait rien. Il fait tournoyer son marteau de guerre. Mais bon, voilà, juste pour m'impressionner, mais il ne m'attaque pas. On enlève un nouveau jeton de temps. On arrive à 5. Alors 5, eh bien on pioche un nouveau henchman. Donc là, il y a du renfort qui débarque. Et ce sera un Hookjo, donc un pirate humain. Voilà, qui était allé en train de chercher son arme et qui débarque. Lui, il a 15 points de vie. 15 points de vie. Et il vaut 5 points de menace aussi. Hein. Donc là, la menace commence à augmenter sérieusement. Ok, donc c'est à nouveau à nous de jouer. Je détape toutes les cartes que j'ai utilisées. J'ai mes points d'endurance ici. J'ai mon armure magique. Je pioche 2 nouvelles cartes. J'ai une potion de guérison. Ça peut servir. Et Balsam, c'est pareil, c'est une action d'interruption qui coûte 0. C'est une sorte de guérison aussi, donc je choisis un héros et je paye jusqu'à 5 points d'endurance, et je restaure 2 points de vie par chaque endurance payée. Donc là c'est un sort de guérison, tout simplement. Et en plus j'ai pas besoin de faire de test spécialement de guérison, donc ça c'est pas mal. Là j'ai 2 cartes de guérison en fait que je viens de sortir. Je vais peut-être pas forcément garder les deux, hein. Il va falloir que je sorte une arme quand même bientôt là. Donc je pense que je vais sacrifier ma potion de guérison, tant pis. J'arrive à 3 et de 5 points d'endurance. 5, est-ce que c'est suffisant pour faire ce que je veux ce tour-là? Je voudrais par exemple sortir une arme. Donc ça me coûterait 2 plus 1, 3 pour attaquer. Mais quoi que pour l'instant attaquer, ça ne peut pas à grand chose. À moins que j'arrive à faire le test, que je réussisse à faire le test. Dans la foulée, paf, j'attaque le kobold, ça peut être intéressant. Donc il faudrait 3 points, 4 points pour ça, éventuellement 5 points en défense. Ça peut être pas mal peut-être. Alors on va rester comme ça, du coup j'utilise 2 points d'endurance pour sortir ma dague. Hop. Hop, hop, hop. Voilà, je vais utiliser un point d'endurance pour essayer de réussir mon test d'Armatrutz. Donc il faut que je fasse, on a dit, 9 ou moins en magie. C'est parti. Je fais un 1. Donc c'est une réussite critique. Je vais piocher une carte en plus. Et donc je réussis à activer ma défense.
il me reste 2 cartes. Donc je vais utiliser une carte pour faire un test de connaissance là. Donc avec un peu de chance, non de persuasion pardon, si avec un peu de chance je peux peut-être déjà deviner le nom du kobold. Allons-y, c'est parti. Et je fais un bon vieux 3, ce qui est une réussite. Donc je peux retirer le jeton ici. J'ai réussi, donc là il me sort son prénom, et c'est Kerabustel. Kerabustel, le kobold. Alors, donc je tourne de ce côté-là. Il n'y a rien de spécial. En tout cas, ses caractéristiques ne changent pas vraiment. Il a 3 points de vie. Il a 8 d'esquive. Et puis voilà, en gros, c'est tout. Hein. Et il a toujours ses armes, toujours ses attaques là, spéciales. Donc, j'avais prévu le coup. Il me reste un point d'endurance. Donc, je vais directement attaquer avec mon Dirk. Je vais attaquer donc le kobold. Et donc pour ce faire, je dois réussir un test de corps à corps qui est de 8. Je suis pas très fort en corps à corps. Donc allons-y. 14. Donc de toute façon, je rate. Alors quand on rate un test, eh bien on pioche dans la réserve un jeton de destin. On pioche un jeton de destin aussi quand on tue une créature. Et donc, je vais me rappeler rapidement ce qu'on peut faire avec un jeton destin. Jeton destin, fate point. Alors, donc, je peux utiliser un jeton destin pour relancer une attaque ratée. Je peux piocher une carte de ma pile de cartes, si je veux avoir plus de possibilités. Je peux aussi le faire en défaussant un jeton. Ou alors je peux recevoir un point d'endurance qui va permettre de faire une action durant mon tour. Voilà. Donc c'est ça. Relancer une attaque, recevoir un point d'endurance ou piocher une carte dans la réserve. Donc on voit que quand on rate, qu'on est un peu désavantagé, on a quand même ce petit avantage du point de destin qui va nous permettre de rebondir un peu. Alors on ne peut pas relancer le jet qu'on vient juste de rater, hein, évidemment, ça serait un peu costaud, mais pour une prochaine fois, on peut le garder en défense pour relancer un test voilà, qu'on rate. Ou, ce qu'on a dit, piocher, etc. Piocher ou gagner un point d'endurance qui peut être pas mal aussi. Par exemple, là, moi, ça m'intéresse de faire une autre attaque, parce que j'aimerais bien me débarrasser assez vite du kobold, donc je vais utiliser le jeton de destin pour avoir un point d'endurance, et du coup, j'ai fait une attaque au corps à corps, et là, je peux aussi faire une attaque à distance, avec mon attaque de base. Voilà. Hop, attaque de base. Donc, à distance, je suis un peu plus fort, puisque je réussis à toucher sur un 12 ou moins. Donc, j'ai raté mon coup de poignard, mais hop, après un roulé-boulé, je lui tire une flèche dessus, je fais 4. Donc c'est une réussite. Donc je fais, alors je ne fais entre guillemets, hein, parce que c'est mon arme de base, hein, que 1 à 6 points de dégâts. Je lui fais 2 points de dégâts. Je vais même pas le tuer. Il a quand même un test de dodge à faire, d'esquive. Il fait 11, donc il rate. Il prend 2 points de dégâts. Ah, malheureusement, ça ne le tue pas. Et j'ai pas de point d'endurance spécial pour réussir à faire plus que ça. Donc bon bah c'est tout, c'est déjà ça on va dire. Hein. Fin du tour pour le héros, on passe donc au tour des opposants. Le kobold lance un dé pour savoir ce qu'il va faire ce tour-là. 20, donc là il fait rien du tout, il continue à rire de manière maléfique, mais en se tenant les côtes. Le guerrier orquin lance un dé, fait 16. Pareil, il continue à faire tournoyer son marteau de guerre. Je pense qu'il commence à avoir un peu tous à flipper quand même. Et le pirate, lui, il fait 14. 14, ça nous dit rien. Ah, il nous jette une malédiction de pirate, quoi. Ah, sois maudit, toi et toutes tes générations futures. Ok. Donc voilà, ils n'ont pas été très efficaces, heureusement, tant mieux. Hein. On enlève un nouveau jeton de temps, on passe à 4, à 4 il se passe rien. Ce qui me laisse le temps de
peut-être de terminer le kobold, ce serait super. Donc là, j'ai à nouveau mes 5 points d'endurance, je récupère mon dirk, je récupère mon armure qui, pour l'instant, ne m'a pas vraiment servi. Je récupère mon arme de base, je pioche 2 cartes. Hop. J'ai une nouvelle arme à distance. Un lanceur de javelot. Un lanceur de javelot, un truc que je tiens à la main comme ça, puis j'imagine que ça balance des javelots. Ça fait une attaque à 1d6 plus 3, hein, et c'est une attaque à distance, donc ça c'est pas mal pour moi. Ça fait plus de dégâts. J'ai aussi mon arc, mon super arc elf qui m'attend, hein, avec 5 points de. 5 points. Ça vaut peut-être le coup. Maintenant que c'est un peu open pour tuer le kobold là. Je vais du coup mettre en endurance cette carte là, qui me permettait d'être plus efficace au corps à corps, mais je crois que maintenant je vais me servir surtout de l'attaque à distance. Donc ça me fait 6 points d'endurance, ça commence à être pas mal. 6 points d'endurance. Je vais en mettre un autre encore. Je vais en mettre un autre. Spear Thrower. Ouais, le lance machin là, je vais l'enlever. Donc là, je me voilà avec 6 points, 7 points d'endurance. Ça commence à être intéressant. Donc je vais en utiliser 3 et de 5 pour placer mon arc. Donc voilà, j'ai une attaque à distance et une attaque au corps à corps qui sont correctes. Ici. Mon armure éventuellement. Il me reste 2 points d'endurance. 2 points d'endurance, et ben il faut que je termine, le kobold. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon attaque au corps à corps pour voir si c'est possible. Donc je réussis sur on a dit un 8 ou moins. Donc j'essaie de lui mettre un coup de dague pour le terminer. 11, ça rate. Alors est-ce que j'ai une carte spéciale qui permet de faire quelque chose? Alors donc ça coûtait 1 point d'endurance. Hein. Non, non, non. Non, j'ai rien. Donc je rate, je gagne 1 point de destin. Et je vais faire mon attaque avec l'arc, parce qu'il faut quand même que je le termine. Donc pareil, mon 2e point d'endurance. Donc là, j'aurais utilisé les 2 armes ici. Et je fais 4, donc cette fois-ci, je touche. Et l'arc, il fait un peu mal, il fait 1 dé de 6 plus 5. Donc je fais 5 et 4, 9. Donc autant vous dire que même s'il réussit son test d'esquive, ce ne sera pas suffisant pour survivre à cette flèche que je plante dans son crâne de kobold. Et Carabustel, l'horrible voleur, ouais, ou plutôt marchand d'esclaves peut-être, eh bien voilà, continue à rire tout en ayant son sang qui s'écoule de sa bouche. Adieu, Carabustel. Maintenant, c'est quand même la fin de mon tour. Les ennemis continuent à jouer et attaquer. Sauf simplement maintenant, si je fais un 19 ou un 20, ils vont fuir. Alors on y va pour l'orc. 11. Donc pareil, il essaie de m'impressionner avec son arme, mais il ne m'attaque pas. Et le pirate, il fait 14. Donc pareil, il me crie des malédictions de pirate, mais c'est tout ce qu'ils font. Ok, alors ici on enlève un jeton, et donc il nous en reste 3. On pioche un nouveau henchman. Donc il y a d'autres renforts qui arrivent. Et cette fois-ci, ce sera un bucanier beachcomber, donc un pirate aussi, qui vaut 4 points de menace, et qui a quand même 15 points de vie, mine de rien, donc ça commence à faire beaucoup de points de vie à dégommer là. Hop. Voilà. Donc je redresse toutes mes cartes. Là, va falloir être efficace. Alors, non, ça c'est à moi ça. Non, je suis en train de confondre mes cartes de main. Non, voilà, c'est bon. Ok, donc là il me reste 4 cartes en main. Je pioche 2 nouvelles cartes. Donc Magical Aptitude, ça peut être pas mal. Et Snare. C'est un piège. Je défausse cette carte après qu'un ennemi
tire m'attaque, le rôle pour une attaque, et il perd 4 points de vie. You may place this card before an opponent rolls the action die. D'accord. You may place this card before... D'accord, il faut que je le mette en place. Il faut que je mette un piège en place. Pourquoi pas, hein. Là, j'ai quand même pas mal de cartes d'endurance, donc suffisamment pour faire des attaques. J'ai pas vraiment si, éventuellement, aptitude magique, ça peut peut-être servir, mais ouais, peut-être. Alors, j'utilise 2 points pour mettre en place mon aptitude magique, donc ça me donne plus 2 pour la réussite de mes tests de sort, par exemple. Il me reste 5 points d'endurance. 5 points d'endurance, je vais en utiliser 2 pour poser un piège. Voilà, il m'en reste 3, c'est pas mal. Et là, je vais commencer à attaquer les ennemis. Lui, il a beaucoup d'armure, je vais pas trop m'acharner sur lui. Je vais attaquer les plus faibles. Je vais attaquer le bucanier ici. Donc, j'utilise mon arc. Attention, je lance un dé. Il faut que je fasse moins de 12. Je fais 19, ça rate. J'utilise mon jeton de destin pour relancer le dé. Oups! Viens là, toi. Hop. Je fais 3. Donc, je réussis. Je réussis donc à toucher le Bucanian machin. Donc, je fais 1 dé de 6 plus 5 points de dégâts. Je fais un 1. Donc, je fais 6 points. 6. 6, 6, 6. Et je vais rajouter, grâce à ça, j'utilise 2 points d'endurance. Je lui mets 4 points en plus. Donc, j'ai fait 6 et 4, 10 points. 10 points, elle a 1 point d'armure, donc il me reste 6 points de vie. Il me reste 1 point d'endurance ici. 1 point d'endurance. Bah, je vais essayer de continuer à l'attaquer, hein. Ou je joue la défense. Je joue la défense, donc j'utilise une endurance pour déclencher mon sort de protection. Cette fois-ci, j'ai 11 en magie. 14, je rate. Je gagne quand même un jeton de destin. Et c'est au tour des ennemis. Alors, allons-y. L'orque guerrier, il fait 11, donc il fait rien. Le grand pirate, il fait 20, donc il fuit. 20, il fuit. Ah, si tous les leaders ont été battus, on l'enlève du paquet. Donc lui, il s'en va. Hey, ça c'est cool, ça fait 15 points de vie en moins à faire. Et oui. Et le boucanier fait 11. 11 et fait rien non plus. Pas très efficace, ces ennemis, hein. C'est parti. Hop, hop, hop. Je remets mes cartes en place. Ah, on enlève un jeton ici. On tombe à 2. Donc 2, il se passe rien. Je pioche 2 cartes. Là, on a un sort de combat magique, mais je ne vais pas utiliser. Là, j'ai de quoi me guérir, éventuellement. Donc, c'est une aptitude de guérison. Pourquoi pas. Je peux la mettre en place, elle est gratuite. Après, on va y aller comme ça. Donc, je vais utiliser un point d'endurance pour attaquer avec l'arc sur le bucanier. 19, ça rate. J'utilise le point de destin pour relancer. 5, ça passe. Je lui fais donc 1 dé de 6 plus 5 points de dégâts. Je fais 5 et 2, 7. Elle a 1 d'armure, c'est suffisant. Donc 7 moins 1, 6. 6, elle meurt. Quand un ennemi meurt, on gagne un jeton de destin aussi. Et je vais pouvoir commencer à attaquer l'orque, qui est un peu plus costaud, hein. Je vais commencer à attaquer l'orque avec un coup de dirk. J'essaye, je dois toucher avec 8 ou moins. 17, ça rate. J'ai raté mon test, donc je gagne un jeton destin. C'est tout.
c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je mets mon armure en place quand même, enfin je tente. Ça me coûte 1 point d'endurance aussi. Je dois faire 11 moins. Je fais 20. Alors quand on fait 20, c'est un échec critique. Là, on perd une carte carrément. Donc hop, au hasard. Ah bah, c'est mon super sort, dommage. Donc je vais perdre mon sort. Et c'est tout. Je vais peut-être relancer mon dé quand même. Avec ça. Ah. Je fais 7. Donc voilà, j'arrive quand même à mettre mon aptitude magique en place. Et donc c'est alors que d'attaquer. Allez mon gars. Il fait 20. 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 Donc il fuit. Ah, il me fait trop peur cet elfe. Ah. Et donc c'est une victoire les amis. C'est une victoire tout simplement. Et oui. Nous avons réussi donc à faire fuir les créatures. Je reprends le scénario. Donc, condition de victoire. Téguélic. Tout quand on a défait ou fait fuir tous les opposants, c'est le cas. Donc on a gagné. Vos adversaires essayent de vous tenir tête, mais ils ne sont pas à la hauteur de vos prouesses au combat et de votre détermination. Vous parvenez à jouer quelques tours au kobold pour découvrir son nom et lui donner une raclée. Quelques minutes plus tard, vous êtes victorieux et vos ennemis se sont enfuis ou gisent morts à vos pieds. De la cachette des pirates, vous entendez un cri effrayant. Là, vous trouvez Sylvana profondément effrayée mais autrement indemne. Vous lui expliquez que vous êtes venu l'aider et elle vous serre dans ses bras avec gratitude. Vous sentez comme de vrais héros, contrairement à Alric. Alors, vous avez surmonté l'aventure, chaque héros reçoit 1 point d'expérience. Lisez la procédure de victoire de la page 15 pour voir ce qui se passe. Ok. Et ben voilà. Donc ça vous a permis de voir un peu la mécanique du jeu. Vous avez vu, c'est assez fluide. Ça tourne assez bien. Il faut essayer de faire les bons choix au niveau des cartes. Placer son endurance. Et on gagne en puissance de tour en tour. Donc il faut être patient. Et voilà, après j'imagine que, pour l'instant j'ai essayé que l'elfe, j'imagine que chaque personnage a plus ou moins sa stratégie. Là, elle est assez versatile, parce qu'elle a de la magie quand même, elle a des tirs à distance, elle peut quand même faire des attaques au corps à corps même si elles sont pas super efficaces. Voilà, maintenant ce serait intéressant de savoir si les autres personnages offrent vraiment des mécaniques différentes ou si c'est plus cosmétique qu'autre chose. Donc là, ce sera à tester, mais pourquoi pas à l'occasion d'une autre vidéo. Pour l'instant, je vais pouvoir noter donc le nom de mon héros et ses caractéristiques et éventuellement augmenter une de mes caractéristiques de 1 point. Je crois que c'est ça qu'on peut faire. On peut augmenter de 1 point par point d'expérience. Et je peux noter aussi les cartes de récompense. Alors ça, j'ai pas bien saisi comment ça fonctionnait. J'ai pas été trop jusque-là au niveau des règles. Je vais regarder vite fait. Alors, donc, de ce que j'ai compris, donc, c'est marqué que en récompense, je gagnais une carte de récompense, une carte de reward. Donc, je prends le deck reward et j'en pioche une. Voilà. Hop. C'est un Flittermouse. C'est une attaque à distance, donc ça peut être intéressant pour mon elfe. Donc il fait 6 points de dégâts. Et un ennemi qui perd des points de vie de cette attaque a une action en moins au prochain tour. Donc ça fait des dégâts et en plus ça immobilise ou ça... voilà, ça c'est pas mal. Donc je prends cette carte-là. Elle va rentrer dans mon deck, sachant qu'il faut que je garde 30 cartes, donc il faudrait que j'en vire une en échange. Voilà. Et après, c'est marqué, une fois que les héros ont réussi leur aventure, donc on reçoit la récompense de la fin du combat, comme je viens de dire, et de plus, on reçoit en plus des points d'expérience. Les points d'expérience, donc on en a 1, c'était marqué.
pour chaque point d'expérience, on peut soit piocher une nouvelle carte reward, soit augmenter de 1 point ses capacités. On peut aussi combiner les deux, c'est-à-dire que si on a plusieurs points d'expérience, on peut faire un panachage, ou les garder en stock pour je sais pas, pour quoi faire, peut-être pour acheter des choses plus chères ou plus tard. Voilà, donc mon personnage gagne un point d'expérience et une carte reward. Donc ce point d'expérience, je peux m'en servir tout de suite pour augmenter une des caractéristiques par exemple. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour hein, de cette partie. L'avantage, c'est que c'est un scénario simple, en un seul acte. Donc, on a permis de voir une partie narrative très rapide. Et ça a une implication après sur le combat final. Et après le combat, avec une mécanique simple, un petit peu old school, hein, même dans les composés, dans l'écriture et tout ça. Mais bon, c'est très esprit œil noir, moi ça me plaît. Et puis en même temps, ça tourne assez bien, les histoires de cartes d'endurance, de points d'endurance avec ces cartes. Les jetons de, alors les jetons qu'on appelle ça déjà, de destin. Bon, je suis pas encore sûr d'avoir exactement fait comme il fallait, mais il me semble que c'est ça. On gagne un jeton quand on rate un test. Maintenant, quand on fait par exemple un échec critique, on gagne un point quand même de destin. Est-ce que quand on relance grâce à un point de destin, on annule l'échec critique ou est-ce qu'on se le prend quand même? Voilà, c'est des petits points de règle comme ça que j'ai pas encore bien, j'en suis pas complètement sûr. Mais voilà, la mécanique est sympa, ça me permet quand même d'avoir de compenser quelques échecs avec ces jetons-là. Voilà, après donc on a une action de héros qui conditionne la victoire aussi. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, à voir dans d'autres scénarios si on retrouve exactement le même type de mécanique mais enrobé d'une histoire différente ou s'il y a des petites variations. J'espère qu'il y aura des variations, je pense qu'il y a matière à. Donc là, à voir. En tout cas, ils ont fait suffisamment de boîtes pour que j'espère ils aient renouvelé les ambiances et renouvelé l'intérêt du jeu. À voir. Donc pour l'instant, bah, écoutez, je trouve ça sympa. Sans doute que ça va être intéressant d'ajouter les différentes créatures pour faire un gros paquet de henchmen et du coup avoir plus de rejouabilité. Là, j'avais mis des orques et des pirates. J'imagine qu'il y a d'autres orques et d'autres pirates dans d'autres boîtes, donc qui peuvent augmenter les capacités enfin, la rejouabilité, et voilà, la variation des monstres. Que dire de plus eh ben voilà, non, j'ai passé un bon moment. La mécanique en tout cas se chope très vite. C'est assez plaisant. Voilà, je pense avoir capté comment ça fonctionnait avec le système de temps, etc. Sachant qu'apparemment gagner du temps, enfin avoir terminé avant la fin du temps, c'est bien. Donc là il me restait 2 jetons de temps. Et ce qui va me permettre en fait, si par exemple il y avait un autre chapitre derrière, de me reposer de manière plus efficace. Voilà, en gagnant, j'imagine, en récupérant plus de points de vie. Donc plus on joue vite et mieux c'est. Après, ça file vite, hein, les jetons de temps filent très vite. J'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai eu quand même 2 créatures qui sont parties, qui ont fui. Voilà, si j'avais dû les affronter jusqu'au bout, bon, je pense que j'aurais pu les tuer, j'avais encore pas mal de points de vie, mais j'aurais sans doute pas en tout cas gagné de bonus en temps, quoi. Voilà, bon écoutez, on en reste là pour le moment. On a fait un petit tour d'horizon du jeu avec cette partie test. Et donc cette première aventure pour... comment ça s'appelle déjà? La Yariel Tritopkling. Oh, putain, je réessaye. Hein. La Yariel Tritopkling. Glint. Tritopglint. Alors, je pense que c'est intéressant là pour le coup d'essayer de traduire tree. Alors, tree c'est arbre, j'imagine. Top, donc le sommet de l'arbre. Glint. Glint, par contre, j'ai pas. Glint. Donc là, il y a Ariel, je sais pas. Grimpe en haut de l'arbre ou je sais pas trop quoi. Non, il faudrait que je vois, mais bon, voilà. C'est un peu imprononçable pour nous les Français là. Tree top glint. Ok. Bon, ben voilà, c'est sympa. À voir, donc une prochaine aventure. Peut-être que là, Ariel pourra rencontrer un autre compagnon, histoire de voir un peu ce que ça donne aussi avec 2 héros. Mais déjà, le fait qu'on puisse jouer en pur solo, c'est bien. C'est bien. Avec un seul personnage, le jeu est calibré pour qu'on puisse le faire. Et ça, c'est bien. Qu'on soit pas obligé, parce qu'il y a beaucoup de jeux où on est obligé de jouer un, deux, enfin, deux,
voire 4 personnages pour que le jeu soit jouable en solo. Je pense notamment à que j'ai joué dernièrement, la Set Watch par exemple. Obligé de taper 4 personnages en solo, c'est un peu plus lourd tout de suite, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour peut-être une autre partie de Aventuria, pour découvrir d'autres éléments. Il reste une grosse aventure en 3 chapitres dans le livre de base, donc pourquoi pas s'attaquer à ça, pour voir ce que ça donne. En tout cas, merci encore à vous, merci encore à Jérôme, merci à Boptis pour votre soutien, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Allez, salut!